Nous allons donc suivre un téléspectateur qui suit en ce moment donc cette émission et qui a une question à vous poser. Idrissa Compaoré. Moi, c'est Compaoré Idrissa. Je suis dans l'arrondissement. Bon, moi, c'était actuellement à Yamsenga. C'était concernant au niveau du lotissement que nous, on vient demander au monsieur le président avoir une idée comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Parce que, bon, présentement, les activités et ceux qui n'ont pas eu la parcelle, bon, vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. Idrissa Compaoré qui vous pose une question. C'est vrai. Non, je sais, M. Idrissa Compaoré, que la question des parcelles au Burkina, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À travers, donc, comme je dirais, les détournements de parcelles, le fait que ceux qui en avaient droit n'ont même pas eu, qui habitaient dans ces zones, etc., etc. Vous savez très bien qu'une investigation a été lancée et depuis, nous en attendons les résultats. Même la SE a fait un certain nombre d'investigations là-dessus. Mais je peux vous assurer que toutes les dispositions seront prises, en tout cas, pour que ceux qui ont droit à leurs parcelles puissent les avoir. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la réflexion même qui est menée est de savoir est-ce que nous devons continuer à laisser les maires gérer les parcelles ou est-ce que nous devons gérer ça autrement pour être sûr que les parcelles reviendront à qui de droit et que finalement les maires, ou certains maires indélicats, ne vont pas se doter d'une centaine de parcelles dans le portefeuille ou par les ventes, ils s'enrichissent quotidiennement et deviennent des potentats de la zone. Et je voudrais donc dire que c'est une question que nous suivons et nous allons proposer probablement des solutions très rapidement sur ce point-là. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir sur ce plateau. Nous avons Monsieur Nomwende Kéré. Il est étudiant, il a une question pour vous. Wow. Excellent, Monsieur le Président. Ma question est relative à l'enseignement supérieur. Voilà, les problèmes au sein de nos universités ici se posent avec beaucoup d'acuité. Nul besoin de revenir sur les détails ici. Voilà. Donc, je crois que c'est pour cela d'ailleurs que dans votre programme de société, vous avez prévu d'inscrire l'enseignement supérieur au titre des priorités nationales, afin que l'enseignement supérieur puisse générer des cadres porteurs d'innovation pour le développement de ce pays. Alors, vous avez prévu... Votre question précise? Oui, tout à fait. Vous avez prévu donc 5 amphithéâtres, 10 salles de cours, 5 laboratoires au moins dans chaque université publique. Alors, 100 jours après votre investiture, bon, sur le terrain, rien n'est encore fait. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, je confirme que c'est toujours d'actualité. Mais comme je dis, nous devons avoir une analyse qui tienne compte des réalités, parce que personne ne rêve qu'en 100 jours, nous pourrons faire 5 universités et tout ce que vous venez de dire. Nous avons pris l'engagement sur les 5 ans à venir que nous allons travailler à ce que nous puissions renforcer les capacités de l'université. Et je voudrais dire que déjà, la transition dans ces programmes d'urgence a déjà engagé des constructions de salles au niveau de l'université qui ne sont pas terminées, mais qu'on va achever au nom de la continuité également de l'État. Je voudrais également préciser qu'il y aura une cité universitaire qui sera mise en place à Ouaga 2, de 1500 lits, financée par la BADEA et le Fonds cohésion, et que nous allons y construire également l'UFR des sciences et techniques. Enfin, vous savez bien qu'à Ouaga 2, qui devait être la zone où nous devons amener le plus d'étudiants, cette zone-là, on a des problèmes sur les terrains, parce que nous n'avons pas dédommagé. L'État n'a pas dédommagé les propriétaires des terrains,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des belles constructions qui y sont. Et si nous ne travaillons pas rapidement à régler les problèmes des terres, mais ce sont des installations qui vont se dégrader. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui n'est pas utilisé se dégrade. Et c'est pour cela que nous avons dit au ministre de l'Enseignement supérieur de travailler avec les populations locales, les personnes ressources, pour que nous trouvions les voies et moyens pour régler le contentieux des terres. Et permettre donc de construire l'université, de construire beaucoup de cités, de manière à pouvoir regrouper le maximum d'étudiants sur place. C'est pour dire que je comprends votre impatience, mais en même temps, je vous dis que c'est une priorité nationale parce qu'il est important que tous les acteurs de l'enseignement supérieur se retrouvent. Les professeurs, les ministres, les étudiants, dans leurs différentes organisations, pour que nous discutions de l'université et qu'on sache où on va aller. Parce que nous avons dit, nous devons faire maintenant en sorte que l'université soit une base de formation scientifique et technique. Nous ne pouvons plus continuer à former des philosophes, des juristes, par milliers, qui n'ont pas de boulot. Nous avons dit également, c'est la même chose. Aujourd'hui, à la rentrée, il y aura peut-être 85 000 étudiants. Bon, vous voyez le nombre d'amphithéâtres à construire. Nous avons dit qu'il faut peut-être changer notre fusil d'épaule. Utilisons les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Mettons en là-bas l'accessibilité à Internet, de manière à ce que, et les cours, ça puisse être dispensé à travers donc, Internet aux étudiants, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université, disons, dans les salles. Quand vous prenez par exemple déjà au CIAO, le professeur est là-bas, il y a 4 000, 3 000 étudiants, celui qui au fond, il ne voit ni le professeur, il n'entend ni les cours. Donc, il faut innover. Il faut trouver des moyens technologiques qui permettent aux étudiants d'étudier les cours, qui leur permettent également d'avoir une bibliothèque virtuelle sur laquelle ils peuvent faire des consultations, etc., etc. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Parce que non seulement au niveau du ministère en charge justement des questions d'Internet, nous travaillons à ce qu'on puisse rapidement mettre en place le G-Cloud, mais en même temps, nous sommes en train de travailler également à ce que le backbone soit mis pour que tout le Burkina Faso, nous puissions être connectés au réseau Internet. Et je crois que c'est des progrès qui vont nous permettre d'améliorer un peu les conditions des étudiants. Bon, je ne parle pas des autres problèmes parce que ce n'est pas les seuls problèmes, simplement les études, mais c'est tous les problèmes qui concernent les conditions de vie difficiles dans lesquelles les étudiants se démènent tous les jours. Et je crois que nous devons travailler ensemble en le mettant comme priorité. C'est pour que les bailleurs de fonds aussi sachent que c'est un domaine sur lequel nous souhaitons qu'ils injectent et qu'ils nous aident financièrement, indépendamment de l'apport de l'État. Nous continuons d'enregistrer des réactions des citoyens qui suivent cette émission. Et sur le site de prismet.bf, il y a un internaute qui demande quelle est la situation actuelle du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, pour le volet financement sous forme de projet de jeunes diplômés niveau Bac plus 2. Je pense que, comme je l'ai déjà dit une fois, le PSUT, dès son départ, n'avait que 10 milliards de moyens financiers. Alors, les 10 milliards sont épuisés, il n'y avait pas de ressources au niveau de l'État pour poursuivre. Nous avons décidé de boucler le financement dans le budget 2016. Ça signifie que nous allons terminer les amphithéâtres, tout ce qui concerne également les financements qui étaient mis en place dans les différents fonds pour appuyer les jeunes, seront en place pour qu'ils puissent bénéficier s'ils ont des bons dossiers de financement, évidemment. Donc, c'est pour dire que le PSUT sera achevé en bonne et due forme. Et donc, tous ces volets seront remis donc en route. Alors, Monsieur le Président, Évariste Kaboré, qui est du secteur informel, a une question pour vous. Nous allons l'écouter. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Moi, ma question est la suivante. Voilà, quelles sont les opportunités et perspectives allouées pour la jeunesse du secteur informel?
Bon, pour le secteur informel, notre vision est claire. Nous avons dit qu'il faut que, au niveau du secteur informel, ils apprennent à fédérer leurs efforts, à créer des groupements d'intérêt économique. Parce qu'ils ne peuvent pas se développer individuellement alors qu'ils n'ont aucun moyen. Quand on fait la même activité, si on se fédère, non seulement on gagne par le prix, mais également cela nous permet de mettre en place un mécanisme qui va permettre à ces structures d'être dotées d'une mini-comptabilité, de pouvoir bénéficier du soutien de l'État pour avoir des financements pour leurs activités, à condition de se formaliser progressivement. Donc pour nous, nous encourageons le secteur informel au regroupement. Parce qu'on se dit, bon, si on est seul, au moins on ne paie pas les impôts. Bon, mais ça ne peut pas, ça n'a pas d'avenir. Et c'est pourquoi nous avons dit, l'État est prêt, effectivement, à ce que s'il y a des regroupements, on est prêt à les aider à la formation en comptabilité, à la formation qui leur permette effectivement, une fois qu'ils ont ce dispositif, de bénéficier de soutiens financiers relativement plus importants qu'ils n'ont aujourd'hui pour développer leurs activités, mais en se formalisant. Donc notre position, c'est que nous voulons la survie du secteur informel, mais c'est une survie qui doit être organisée, qui doit être structurée, et non laissée comme ça, chacun va, il amène 2 pneus, 3 machins, bon, et puis bon, il ne s'en sort pas. Et ça nous évite également que des gros commerçants ne passent pas des gens pour s'informaliser pour rien. Parce qu'eux-mêmes, ils auront leur potentiel pour travailler pour leur propre compte. Et sur la base de cette réponse, c'est que pendant les 100 jours, vous n'avez pas en tout cas entrepris des actions fortes pour appuyer ces secteurs-là. À partir du moment où ils ne sont pas encore regroupés. Mais le secteur informel, vous savez très bien qu'il y a un fonds qui est dédié au secteur informel. Et ce fonds fonctionne. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est leur organisation. S'ils ne sont pas organisés, vous aurez même beau mettre des fonds, ça ne les ramène même pas nulle part. Parce que si c'est pour venir prendre 150 000 francs pour faire une opération, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment productif pour quelqu'un du secteur informel. Par contre, si on se réunit ensemble, nous faisons, mettons, des pneus, nous avons besoin de 2 millions, 3 millions pour faire une opération, c'est une autre envergure à l'opération que vous donnez. Et c'est ça que nous encourageons. C'est ça que nous discutons avec eux pour dire, fusionner, ayez une sorte de comptabilité minimale, participer au paiement de l'impôt, parce que c'est votre contribution aussi à l'effort national, et vous avez aussi votre argent que vous avez en bénéfice pour continuer à développer vos activités. Voilà. Alors Edmond, il doit y avoir un téléspectateur. Voilà, une téléspectatrice qui nous appelle de Wayuguya. Nous allons donc écouter sa question. Salamata. De Wayuguya. Ma préoccupation est la suivante. On a constaté qu'il y a des gens, il y a des administrateurs qui sont nommés SG, haut commissaire, gouverneur depuis des années. On dirait que c'est devenu une fonction à vie. Est-ce qu'il y a l'alternance dans ce domaine? Voilà, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a l'alternance aussi dans le nomination? Tout à fait. Je voudrais vous rassurer que des instructions ont été données au ministre d'État pour procéder justement à un changement au niveau aussi bien des gouverneurs, des hauts commissaires que des préfets. Donc, parce qu'il est tout à fait normal, je pense que pour toutes ces fonctions d'ailleurs, il faudra avoir des durées limites au bout desquelles on est obligé de revenir à la base qui est l'administration territoriale et permettre à d'autres de la base d'aller également faire leur expérience dans ces différents compartiments. Donc, vous savez très bien que la décision a été prise depuis toujours, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les hauts commissaires, et que ce soit des administrateurs civils, en dehors des zones frontalières, où généralement c'est des militaires ou des policiers que nous avons mis, qui
qui ont été installés à ces postes-là. Donc c'est pour dire que ne vous inquiétez pas, très prochainement, vous allez voir donc les dispositions qui seront prises à ce niveau. Alors, Monsieur le Président, cette émission est vraiment suivie par les Burkinabés. Du nord, nous allons au sud. Il y a Ziba Amidou de Léo qui a une question pour vous. Ziba Amidou, je suis à Léo. Je voulais poser mon question concernant les militaires radiés en 2006. Bon, c'était pour demander voir si on pouvait nous pardonner comme ce qui est arrivé, c'est pas notre soir. Bon, on voulait demander tout simplement s'ils pouvaient nous pardonner pour ce qui est arrivé en 2011 là. S'ils ont pu pardonner, au moins, c'est de respect qui ont scellé la merde plus que nous. Vraiment, nous aussi, on demande qu'on nous pardonne aussi. Monsieur le Président. Non, je comprends très bien la question, mais je voudrais dire que en 2011, lorsque évidemment les militaires ont été radiés, suite donc aux mutineries qui ont eu lieu, je pense qu'il y a des procédures déjà qui sont engagées par ces militaires-là. Et nous pensons que si c'est en termes de pardon, je pense que le fait que nous soyons ensemble dans la même société, vivant ensemble, je crois que les Burkinabés ont déjà pardonné. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de les reprendre dans les forces armées? Ils ont engagé une procédure judiciaire donc, qui est en cours. Et donc, je pense que, sans aller plus loin, nous attendrons les résultats de cette procédure-là. Alors, nous allons revenir sur ce plateau. Clémentine Sanon, elle est professeure. Alors, elle a une question pour vous. Nous allons l'écouter. Ma question est relative au manque de fil pour le tissage. Depuis quelques années, on observe un manque de fil pour le tissage. Et depuis la fin de l'année 2015, il y a vraiment un manque sérieux, créant des paralysies au sein de certaines coopératives de tisseuses. Dans la mesure où le Faso d'Anfani tend à être la tenue officielle, ma préoccupation est de savoir quelles sont les mesures qui seront prises pour résoudre cette préoccupation. Je vous remercie. En tout cas, je voudrais dire à Mme Sano que sa question est pertinente, puisque même déjà pour le 8 mars, les problèmes des tisseuses déjà, c'était les problèmes de fil. Alors, ça veut dire que la filature, nous n'avons que la filsat à Bobo, qui elle-même a un certain nombre, évidemment, de difficultés. Et je voudrais dire que l'engagement également que nous avons pris à ce niveau, c'est qu'il faut que véritablement on transforme le coton burkinabé au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire des balles que nous exportons ailleurs pour que les gens fassent des tissus, des chemises et viennent nous revendre. Donc, l'engagement, c'est à deux niveaux. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de filature au Burkina Faso. Et nous sommes déjà dans des discussions avec des partenaires et nous avons pris l'engagement également que nous puissions ressusciter une structure du type Faso-Fani pour pouvoir transformer une partie de notre coton localement, quitte à exporter le reste. Et ces discussions qui sont en cours, en 100 jours, nous sommes dans les débats, mais en 100 jours, nous ne pouvons pas les résoudre. C'est comme j'ai dit, il faut toujours relativiser, parce que même si depuis 1800, on parle de 100 jours, je pense que c'est pour que, véritablement, on sente si nous sommes sur le sillon, la vision de départ que nous avons, ou si nous sommes en train, je dirais, de caracoler sans une vision. Notre vision est très claire. Nous avons dit qu'il faut transformer le coton burkinabé. Et nous allons travailler à ce qu'il y ait une usine pour ça. Nous allons travailler également à ce qu'il y ait la filature, parce que de plus en plus, comme Mme Sanou le dit, le Faso d'Anfani, c'est notre tenue. Personne, on n'impose à personne de le mettre, mais de plus en plus, aujourd'hui, le Burkinabé a besoin de montrer
également ses propres valeurs. Et ça, c'est important. Et nous ne pouvons soutenir notre économie qu'en faisant de la transformation. Ce n'est pas en vendant comme des commerçants. Et cela est important et je voudrais dire que la question est très pertinente et en tout cas, nous travaillons à cela. Il faut qu'il y ait des filatures, mais qu'également il y ait une industrie qui va faire des pailles, des ceci, comme M. Faxofane le faisait avant. Alors, Monsieur le Président, ça me permet de vous poser une question. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à adopter le Faso d'Amfani, justement, comme tenue officielle dans les grandes manifestations, je pense au CIAO et au FESPACO, la Semaine nationale de la culture? Non, je pense que peut-être que de façon très ponctuelle, nous pouvons, pour créer une petite dynamique. Parce que vous savez, tout ce qui est imposé est toujours un peu rébarbatif. Il faut amener justement par les types de modèles, les coutures, à faire en sorte que le Burkinabé lui-même sente la nécessité de porter parce qu'il est bien dans sa tenue. C'est pourquoi, évidemment, il y a des moments où certaines organisatrices d'activités disent « cette activité-là, pour venir, il faut être en Faso d'Amfani ». Je pense que c'est une bonne chose. Mais on ne prendra pas un texte d'imposition parce que, vous savez, vous avez vu dans l'État comment c'était. Le Faso d'Amfani est mieux porté aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, à partir du moment où on dit de le forcer, bon, chacun achetait un petit truc, met dans son bureau, quand il arrive, met ça et puis il s'assoit, et puis après, il s'en va. Et je crois que ce que nous voulons montrer, c'est que nous aimons notre pays et nous voulons aider également, par la transformation de nos produits, à développer une véritable économie nationale. Et ça, c'est important. On va passer au téléphone. Nous allons parler donc du dialogue avec les syndicats. Le sondage révèle que 40,20% de personnes interrogées sont insatisfaites par rapport aux mesures que vous avez prises et par rapport au dialogue que vous avez eu avec les syndicats. Et à ce sujet, il y a un téléspectateur qui a une question à vous poser. Moi, c'est Koudou Mathieu. J'appelle de Ouagadougou. Je voulais demander à Monsieur le Président du Faso pourquoi il y a eu augmentation des salaires des magistrats qui étaient déjà bien garnis en salaire. Et quand on prend les agents de la santé, de l'enseignement, quand vous rentrez dans les villages un peu reculés, vous voyez que réellement c'est des gens qui souffrent. Monsieur le Président, pourquoi augmenter le salaire des magistrats Monsieur Koudougo, et pas pour les autres? je voudrais dire simplement, comme je l'ai expliqué, que lorsque nous sommes arrivés et nous sommes venus trouver des dossiers qui étaient en cours, des engagements avaient été pris par l'État, aussi bien concernant la loi 081 que concernant les magistrats. Le constat que nous avons fait au moment de l'examen du budget, c'est que nous n'avons trouvé aucune trace, je dirais, d'une prévision concernant ces engagements de l'État. L'État est une continuité, comme on aime le répéter. C'est pourquoi nous avons tenu à respecter les décisions sur lesquelles des accords étaient déjà pris. Alors, maintenant, on peut apprécier ça diversement, mais je suis également conscient, comme il l'a dit, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des enseignants, qu'il y a des situations qui sont difficiles. C'est pourquoi déjà, nous avons instruit le ministre de la Santé de réfléchir à la fonction publique hospitalière pour que nous puissions, dans les années à venir, voir également qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais je veux dire que la seule limite de tout ce que nous pouvons faire, le travail du gouvernement, si nous pouvons augmenter les salaires, améliorer les conditions, on n'a aucun problème là-dessus. Mais la seule limite, c'est que chacun doit être véritablement à son poste de combat pour que nous puissions renforcer nos recettes propres. Parce que ce sur quoi nous payons nos salaires, c'est les recettes propres. Nous ne pouvons pas prendre l'argent qu'on nous donne pour financer des projets pour payer des salaires. Non seulement nous devons pouvoir payer les salaires, mais sur nos recettes propres,
nous devons pouvoir faire des investissements. Et on a dit aujourd'hui, près de 45% de nos recettes propres, c'est des salaires. Alors, comment veut-on se développer dans ces conditions? C'est une question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je voudrais dire que pour nous, si nous faisons l'effort de lutter contre l'incivisme fiscal, si nous faisons l'effort de lutter contre le détournement, la corruption et autres, si nous faisons l'effort qu'au niveau des impôts et de la douane, nous puissions faire entrer de l'argent et que nous progressions beaucoup en recettes, à ce moment-là, je pense que les points peuvent être examinés avec beaucoup plus de sérénité. Nous avons des engagements internationaux, nous avons des engagements nationaux, nous devons faire en sorte de pouvoir avoir, je dirais, quelque chose qui tient la route ensemble. Parce que c'est exactement ça que nous faisons. Et je voudrais dire que, en tout cas, j'apprécie la pertinence de sa question, mais comme je dis, l'État ne peut faire, comme on dit, qu'avec les moyens dont il dispose. Avec nous sur ce plateau, Kaboré Lassani, qui est jeune entrepreneur, il a aussi une question à vous poser. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question est relative au financement des porteurs de projets. C'est ma question. Le financement des porteurs de projets, il y a deux types de financement à voir. Je pense premièrement, il y a les financements qui peuvent se faire parce que les moyens qui sont demandés n'excèdent pas 10 millions. On peut passer par les fonds, notamment le FAPE. Mais si nous voulons rentrer dans le cadre de financement qui concerne des petites et moyennes entreprises ou des petites et moyennes industries, en attendant que ce que nous avons également pris comme engagement, qui est de créer une banque qui va s'occuper de ça. Nous avions déjà eu des échanges avec le gouverneur de la BCEAO qui nous a dit qu'ils sont en train de mettre en place, à travers le système bancaire, des moyens pour le financement des petites et moyennes entreprises, des moyennes et petites industries. Peut-être que dans ce cadre, l'État aura pour rôle de mettre une sorte de garantie qui va permettre à l'examen des dossiers qui sont les plus porteurs en emploi et en gain, de pouvoir garantir ces projets-là pour permettre à nos jeunes entrepreneurs d'accéder au crédit et de le rembourser tout en créant des emplois. Comme je dis, vous savez, il y a des choses qui se font ici qui sont pertinentes, mais comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage là-dessus, on ne se rend pas compte de ce que certaines personnes peuvent faire sur le plan du travail. Parce que, deux exemples simples. Vous avez quelqu'un qui a créé une usine qui fait de l'huile de soja. Non seulement il a un marché pour ça à l'extérieur, deuxièmement, tous les paysans qui sont dans les entourages cultivent en compte avec leur culture de soja, et les détritus du travail qui est fait servent également à l'élevage de poules comme aliment pour les poules. C'est une entreprise qui fonctionne, ça a un succès et ça montre qu'on peut avancer. Un autre exemple, vous avez des fonctionnaires également qui ont quitté leur boulot, qui sont allés se lancer dans l'élevage de poules pondeuses. Et j'en connais un, il a fait l'élevage de poules pondeuses pendant 3 ans. Il a eu son argent, il est en train de construire un lycée, et il a décidé de rendre sa démission de la fonction publique pour s'atteler à son entreprise privée. C'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir aimer ce qu'on fait, il faut savoir être déterminé à réussir, et je pense que si vous avez les moyens, le succès est assuré. Mais ces dossiers-là, c'est des gens, je pense qu'il faut visiter et vraiment montrer le succès qu'ils ont eu pour que cela crée un déclic au niveau de la jeunesse, que quelles que soient les études qu'on fait, il n'y a jamais de sous-métier. C'est celui qui n'entreprend pas
qui ne réussit pas. Alors, Monsieur le Président, nous allons prendre un téléspectateur qui nous suit certainement difficilement à Gaïri, puisqu'il a une question sur la réception de la RTV. Très loin. Joseph, j'appelle depuis Gaïri. Ma question donc s'adresse au président quant au droit à l'information. La province de la Commandiari, érigée depuis 1996 jusqu'à présent, n'a pas la TNB. Il faut payer les images pour pouvoir suivre donc les informations de son pays jusqu'à l'heure où je vous parle. Moi, je veux savoir qu'est-ce que le président envisage pour cette province qui compte en tout cas plus de 100 000 habitants aujourd'hui. En tout cas, je voudrais dire que je connais bien Gaïri puisque j'y suis venu à une époque où, je dirais, l'école était en séco. Et depuis cette époque-là, il n'y avait déjà pas la TNB qui arrivait déjà là-bas. Et je pense que ça vaut déjà plus de 10 à 15 ans. Et bon, je pense que là, il y a vraiment une insuffisance fondamentale, mais je voudrais simplement dire que grâce à la TNT, qui sera bientôt mise en œuvre au niveau du Burkina Faso, les premiers tests devront commencer cette année, mais la la généralisation devant se faire finalement vers la fin de l'année 2017, cela va permettre de résoudre un peu tous ces problèmes des localités qui sont auprès des frontières, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Niger, qui finalement écoutent plus les informations de l'autre côté que les informations de leur pays. Je pense que ce n'est pas normal et les citoyens, il y a un devoir qu'ils soient informés et l'État doit prendre les dispositions pour que cela soit. Nous allons parler d'un autre secteur prioritaire. Dans votre programme, vous avez prévu d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% en milieu urbain et rural et à 55,80% des personnes interrogées qui n'ont pas du tout confiance quant à la réalisation de cet objectif-là. Et à ce sujet, sur le site de prisimètre.bf, il y a un internaute aussi qui pose une question en rapport donc avec cette situation d'accès à l'eau potable. Le prisimètre.bf. Bonsoir, Monsieur le Président. Le problème d'eau est réel dans le Burkina, des campagnes que des villes. Le cas de Tenkodogo est plus que critique. Les habitants de cette ville boivent de l'eau boueuse. À quand la fin du problème d'eau potable au Burkina et les villes comme Tenkodogo en particulier? Je voudrais dire concernant l'eau potable que parfois j'écoute les réponses du présimètre qui dit nous n'avons pas confiance. Bon, nous ne savons pas sur quelle base on peut apprécier que cette possibilité. Nous avons dit que nous allons faire en sorte qu'il y ait corvée zéro pour les femmes au Burkina Faso en ce qui concerne l'eau potable. Nous avons dit effectivement que nous allons, durant les 5 ans, sur Ouaga et Bobo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre effectivement que les Burkinabés puissent avoir accès à l'eau potable. Nous avons dit également que dans les provinces, parce qu'aujourd'hui, vous savez, statistiquement, quand on dit nombre de forages au Burkina Faso, on divise par le nombre de populations, on se dit, ah, ils sont bien dotés en eau. Mais finalement, quand vous voyez que sur le plan géospatial, la répartition n'est pas bonne. Et nous avons pris l'engagement de construire et de faire 1500 forages par an jusqu'en 2020. Nous avons dit que nous allons faire aussi des AEP pour permettre également de faire des petits châteaux dans les villages et des robinets qui leur permettent d'accéder par les menus connexions à l'eau potable. C'est pour dire que tout cela n'est pas impossible. Nous sommes aujourd'hui, au-delà du plan du candidat, le programme du candidat qui a bénéficié du soutien des populations, en train de rédiger le plan national de développement économique et social du Burkina, qui ne sont pas
je dirais, une somme de mesures, mais qui va traduire une politique que nous allons mener dans chaque secteur et qui va définir également les moyens par lesquels nous allons réaliser. Parce que vous savez que le secteur de l'eau, beaucoup de bailleurs de fonds participent au financement du secteur de l'eau. Et nous, non seulement l'eau potable, nous devons l'assurer, mais également nous devons réfectionner, créer de nouveaux barrages pour permettre également aux femmes, aux jeunes de pouvoir faire des cultures de contre-saison et aux animaux également de pouvoir s'abreuver, puisque vous savez que le potentiel du Burkina, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. C'est pour dire quand on dit non, je donne rendez-vous à 2020. Parce que je pense que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on dira, le président avait dit qu'il allait amener l'eau, il n'a rien fait. Mais 100 jours, nous avons déjà commencé et nous avons lancé officiellement le premier forage dans la région de Koudou. Mais je voudrais dire que, contrairement à ce qui se passait avant, nous avons fait quand même des appels d'offres. Parce que nous ne pouvons pas courir dans la précipitation pour prendre des entreprises pour aller forer. Et les démarrages de l'ensemble des travaux, puisque nous sommes donc dans tous ces dépouillements, et à partir donc du mois de mai, les travaux vont commencer sur toute l'étendue du territoire et dans les différentes régions. Alors, les travaux vont commencer. Oui, Simon Gongo, je pense que nous allons parler des délestages. Il y a 62,2% des citoyens qui ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont cette question-là est gérée. Et à ce sujet, il y a un téléspectateur qui a une question à vous poser. Ouais. Je m'appelle Ouedraogo Salif. Je suis à Bobo-Dioulasso. À propos du groupe électrogène qu'ils ont loué, moi je voulais savoir, est-ce que ce n'était pas mieux de payer que de louer? Le prix est élevé, même si on doit payer sa crédit. Non, je voudrais rassurer M. Ouedraogo Salif que la première idée qui était de louer le groupe, c'est une idée que nous n'avons pas suivie. Nous ne l'avons pas suivie parce que, comme vous l'avez si bien dit, non seulement ça coûte cher, nous savons que nous avons un manque à gagner en mégawatts de l'ordre de 100 mégawatts et que nous devions travailler à ce qu'en 2017, nous puissions acquérir un 100 mégawatts qui nous permette d'être couverts sur le plan de l'énergie. Je voudrais simplement dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de délestage, mais nous devons quand même apprécier que cette année, il y en a moins que d'habitude. Nous n'avons pas pris de groupe supplémentaire. Nous avons renforcé le potentiel des groupes qui étaient en panne. Nous avons demandé également à la Côte d'Ivoire d'augmenter le potentiel. Actuellement, c'est 50 mégawatts. Ils vont jusqu'à 70-80. En fonction, bien sûr, de leurs possibilités. Non, de nos besoins actuels. Nous avons dit nous sommes dans un besoin qui est ponctuel, qui est dû à la période de chaleur. Donc, dans cette période-là, ils nous fournissent l'énergie. Donc, on n'aura plus de groupe, Monsieur le Président. Donc, les groupes que nous avons achetés, que nous avons dit que nous allons louer, c'est terminé. Okay. Mais je veux dire qu'on nous fait un mauvais procès parce que je considère, et je touche du bois, que pour l'instant, nous n'avons pas les délestages que nous avions il y a quelque temps. Deuxième aspect du problème, nous allons renforcer le potentiel de la Sonavel également par l'énergie solaire. Et nous allons mettre également en énergie solaire, dans des zones différentes, environ 80 mégawatts en tout. Nous avons un projet de l'UOMOA aussi de 20 mégawatts qui va se mettre en place. Sans compter ceux qui, de façon individuelle, pour les zones minières, etc., ont déjà lancé justement la mise en œuvre de l'énergie solaire. C'est pour dire que nous sommes conscients de ce que vous avez dit, M. Ouedraogo Salif, et je voudrais vous rassurer que si tout se passe normalement, à partir de l'année prochaine, 2017, le problème d'électricité sera un problème qui sera derrière nous.
Alors, Monsieur le Président, on avait prévu cette émission pour 90 minutes. On nous annonce qu'on est à 1h30 pile de mission. Mais nous allons vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée sur l'engouement qu'a suscité cette émission. Nous avons eu 281 tweets et posts sur Facebook. Nous avons eu 120 posts sur la plateforme Prismet BF et nous avons eu plus de 200 appels téléphoniques au cours de cette émission. Alors, la dernière question que nous allons vous poser, comment vous vous êtes senti justement et comment vous avez apprécié le déroulement de cette émission? En tout cas, je voudrais, comme je dis, réitérer toutes mes félicitations, aussi bien à la RTB qu'à Diaconia et à la CODEL, et dire que, comme je l'ai dit, c'est un dialogue citoyen que nous avons mené ce soir. En tant que chef d'État, je trouve que c'est quand même gratifiant d'avoir l'opportunité d'échanger avec les concitoyens sur leurs préoccupations. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, je dirais, les sondages qui ont été faits par différentes institutions. C'est un sondage, le principe du sondage, je veux dire, c'est un élément nouveau dans le paysage politique burkinabé. Nous devons les encourager, les féliciter. Certainement qu'il y a des améliorations à faire. Il leur appartiendra de tirer eux aussi leurs enseignements. Nous considérons simplement que ce qui nous intéresse dans ce sondage-là, c'est que ce sondage-là soit un peu un guide pour une action, pour une amélioration du travail du gouvernement. Je voudrais rassurer les Burkinabés que nous avons une vision claire du développement de notre pays. Nous avons une vision claire également de ce que nous devons faire pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, pas des villes seulement. Parce que parfois, évidemment, nos discussions en ville avec les syndicats font que nous pensons que le Burkina s'arrête à Ouagadougou. Nous avons 17 millions de compatriotes qui vivent dans des conditions plus difficiles que nous. C'est pourquoi je dis chaque fois, notre rôle, c'est que nous devons avoir le dialogue social permanent, que ce soit avec les organisations syndicales, que ce soit avec les organisations de la société civile, un dialogue dans le respect mutuel. Chacun a son rôle, chacun a sa partition à jouer. Nous sommes dans un état de droit. Et la première qualité, justement, c'est le respect mutuel. Le gouvernement, en tout cas, ne ménagera aucun effort. Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés, j'ai pris l'engagement de le faire. Et comme je l'ai dit, si je ne réussis pas ma mission, les Burkinabés me retireront leur confiance. Ce n'est pas plus compliqué. Et je pense que je ne donnerai pas cette occasion de ne pas réussir la mission qu'on m'a confiée. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Et encore une fois, vous remercier vraiment de cette belle opportunité en disant que, en tout cas, CODEL et Diaconia n'ont pas eu tort de me proposer. Je ne regrette pas d'avoir accepté non plus. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à vous, puisque vous avez accepté pour la première fois, on l'a dit en début d'émission, dans l'histoire du Burkina, de vous soumettre aux questions des téléspectateurs, des internautes qui ont posté, on l'a dit, plusieurs questions ici. Nous avions ici sur ce plateau donc animé ce débat avec Edmond Koulibaly de Impact TV. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Très certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur ce plateau pour d'autres occasions, avec certainement des membres du gouvernement aussi, pourquoi pas. Mais en attendant, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV. Merci beaucoup.